Bien, merci à toutes et à tous. Et effectivement, bienvenue à Julien Normandie parmi cette université d'été du très haut débit qui se fait un moment de rentrée. On va terminer ces travaux par une plénière et on va essayer d'avoir un travail collaboratif entre les acteurs qui se sont rencontrés pendant ces quelques jours et le ministre qui, suivant la volonté du président de la République, est en train de faire sa feuille de route gouvernementale sur cette priorité qu'avait fait Emmanuel Macron de l'aménagement numérique. Donc je vais demander tout d'abord à Julien de Normandie de me rejoindre à mes côtés. Je vais appeler donc Gabriel Gauthier de la Caisse des dépôts, que tous les acteurs des RIP connaissent, je ne la présente même plus. Gabriel va s'asseoir à mes côtés. Patrick Chaise, donc sénateur et président de l'AVICA, qui va prendre place à côté du ministre. Étienne Dugas, le président de la FIRIP, que j'ai perdu des yeux, mais qui va me rejoindre. David Elfassi, un acteur incontournable de cette région du Grand Est. Et puis Jean-Luc Salabéry, que j'ai perdu des yeux, donc, qui représente aujourd'hui donc la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, qui est aussi un partenaire. Je vais vous proposer qu'on prenne place pour ce temps d'échange. Un petit mot peut-être pour le ministre sur ces universités d'été qui ont démarré à Épernay il y a maintenant 2 jours. On s'est retrouvés hier matin. Cette université, c'est vraiment un rendez-vous, bien sûr convivial, mais surtout un temps de travail, un temps de rencontre entre l'ensemble des acteurs du très haut débit en France, à la fois du monde des collectivités et les acteurs qui sont présents depuis un très grand nombre d'années, les industriels qui sont présents donc aux côtés de ces collectivités pour réussir ce grand projet. Je voudrais faire un petit clin d'œil donc à cette région Grand Est et à son président, que j'excuse pour l'instant, mais qui va nous rejoindre dans quelques temps, parce qu'en fait, Bruno Le Maire est à Reims, je crois, donc il n'a pas préféré Bruno Le Maire, il a préféré accueillir et Bruno Le Maire et Julien de Normandie, et donc il est actuellement avec Bruno Le Maire à Reims, il va nous rejoindre dans quelques instants pour terminer cette université d'été. Donc clin d'œil à cette région. Vous le savez, monsieur le ministre, qui est une région qui a vraiment pris son destin en main, le destin en main de l'aménagement numérique, déjà depuis très longtemps, avec la région Alsace, avec le projet qu'on connaît bien aussi côté Moselle, et puis maintenant, cette région Grand Est qui vient d'attribuer le plus gros, et ça restera le plus gros réseau d'initiatives publiques de France, un peu plus de 1,3 milliard d'euros d'investissement. Et donc c'est cette région qui a souhaité nous tendre la main. On était l'année dernière à Marseille pour organiser donc cet événement à Épernay, dans une région pétillante, c'est le cas de le dire. Et les échanges ont été pétillants tout au long de ces 2 journées, à la fois à travers des plénières, à travers 6 ateliers thématiques. J'insiste sur le fait que nos universités, on ne parle pas que tuyaux, on parle usage. Il y avait 3 ateliers sur la Smart City, un atelier dédié à la partie développement agricole, les usages agricoles et l'interactivité aujourd'hui avec ce pan de notre économie. Il y avait 2 labs créatifs qui sont déroulés sur toute la journée de hier. On vient d'en voir les comptes rendus. Un sur la e-éducation et l'autre sur la e-santé. Je remercie les 2 animatrices qui viennent de faire ce rendu, des temps d'échange et de co-création très intéressants. Et puis, vous le découvrirez tout à l'heure, un village avec une quarantaine d'acteurs, acteurs publics, puisque toutes les collectivités sont présentes dans ce village, et puis une quarantaine d'entreprises qui, tout à l'heure, vous feront découvrir ce savoir-faire. On n'en parle peut-être pas tout à fait assez, à mon goût, notamment pour un délégué général d'une fédération, mais vous avez la chance, nous avons la chance d'avoir en France l'ensemble de la filière, vraiment des savoir-faire sur l'ensemble de la filière, aussi bien sur la conception de ces réseaux que sur la construction de ces réseaux, des équipementiers présents en France qui vont vous faire voir tout à l'heure son savoir-faire qui exporte partout dans le monde. Et puis, bien entendu, cette richesse en termes d'opérateurs et d'opérateurs de proximité qui, à notre goût, ne sont pas toujours très entendus. Je me rappelle vos échanges de cet été, on insiste à chaque fois, on comprend
que vous fassiez et que le gouvernement rencontre nos 4 grands opérateurs, mais on apprécie fortement que ce que vous avez fait cet été, pour la première fois, vous puissiez faire aussi des temps de rencontre dédiés aux acteurs de ces réseaux d'initiative publique, que ce soit les collectivités ou les professionnels. On rentre donc dans ce temps de conclusion avec ce que vous avez souhaité, c'est-à-dire pas de discours institutionnel. On va co-créer, comme on l'a fait pendant ces 2 jours, avec tous les acteurs, de manière assez simple. Je vais essayer de les inviter de parler de façon très directe, hein, comme par exemple les présidents des différents départements qui se sont exprimés hier l'ont fait, et de façon très concrète pour essayer de vous aider à co-construire cette feuille de route gouvernementale que vous êtes, avec lequel un certain nombre de vos collègues, vous êtes en train de construire pour la remettre aux derniers arbitrages. On va commencer ce temps d'échange donc avec un tour de table des 5 acteurs sur un mot-clé, une phrase clé sur quel bilan ils tirent aujourd'hui de ce grand chantier du très haut débit. Et je me permettrai de commencer par passer la parole donc à Patrick Chaise pour le compte des collectivités de l'AVICA. Patrick, à toi pour ce premier temps, on va dire bilan. Alors, merci Hervé, monsieur le ministre, messieurs les présidents, monsieur le maire d'Épernay, mesdames et messieurs, je voulais d'abord vous saluer. Et pour être le plus concis possible, mais le plus précis aussi à cette question, je voudrais dire que pour moi, le premier bilan, c'est qu'on est sur une phase de réussite. C'est-à-dire qu'on est sur un lancement qui est positif, qui a montré tout l'intérêt des collectivités à ce sujet, toute la dynamique aussi des collectivités sur ce sujet, et qui, je le pense, est en passe de réussir. Néanmoins, je ne peux pas quand même oublier le fait qu'on est dans une période, si ce n'est de turbulence, en tout cas d'instabilité, que la feuille de route du gouvernement est attendue avec grande attention et qu'on attend que cette feuille de route puisse restabiliser les choses pour que le déroulé des investissements et des programmes qui sont aujourd'hui portés par les collectivités puisse se faire dans les meilleures conditions. Merci Patrick. Donc même proposition côté Caisse et côté Gabriel Gauthier. Un premier mot donc concernant le bilan. Bonjour à toutes et à tous. On fait beaucoup de bilans en ce moment, mais c'est vrai que ça vaut la peine de se poser 2 minutes et de voir le chemin parcouru. Un plan est en place. Il n'était pas comme peut-être certains l'auraient imaginé au départ, mais il est en place. Il a consolidé un écosystème que représente la FIRIP, plus qu'un écosystème, un modèle, une vision de ce que sont les télécoms worldwide, pas seulement en France. Et donc, je vous rappelle que c'est pas moi, c'est la Banque mondiale et un certain nombre de pays, dont le Mexique, qui qualifient ce que nous avons construit de modelo francés, le plan français, le modèle français. Le modèle français, c'est la reconnaissance que dans un réseau, il faut, pour que les choses se déroulent bien, que certaines parties soient affirmées comme étant des infrastructures essentielles, et la fibre dans le réseau d'accès l'est. Et nous avons pataugé c'était une ancienne régulatrice qui parle, de ne pas l'avoir suffisamment affirmée, parce qu'elle peut catalyser des énergies. Donc, elle a été reconnue comme telle sur une partie du territoire, et là, la dynamique est en route. Je vais parvenir. Une zone d'initiative privée où, selon les chiffres de l'ARCEP, effectivement, il y a 1 million de lignes en 2016, 1,5 million en 2017. Ça, c'est la tendance. Si on la prolonge, et pour un opérateur, pour l'autre, que je ne nommerai pas, 120 000 au premier semestre, 120 000 lignes produites en 6 mois. Donc ça veut dire, le bilan en zone AMI, à ce stade-là, on n'aura pas fini en 2022. Et je vous rappelle qu'ils ont ces zones-là à couvrir avec des engagements qui sont ce qu'ils sont. On pourra revenir dessus, dans les propositions, depuis 2011. D'abord en dérogation d'ailleurs avec les règles européennes qui normalement donnaient pour les aides d'État, puisque c'était une exemption d'aide d'État 3 ans, le gouvernement leur ayant donné 5 ans,
On est 7 ans avant. Il faut savoir tirer le bilan de tout ça, et tous ceux qui veulent fibrer devraient avoir le droit de le faire, et en accélérant sur ces communes sur lesquelles il est indispensable d'aller vite. En zone publique, oui, le plan a mobilisé les collectivités et il ne reste quasiment plus aucun territoire, ou très peu, qui n'est pas lancé. Certains sont, avec les discours que nous entendons, un peu dissuadés de le faire, mais c'est attention au pouvoir de la parole, et parfois en dérogation avec le faire. Ils ont pratiquement tous lancé des appels d'offres ou défini un plan, et il n'y a plus que 500 000 locaux. Alors que de l'autre côté, 2 millions de tirés pour 12 millions de prises à faire. De l'autre côté, 500 000 locaux à couvrir sur un certain nombre de territoires, quelques territoires. C'est ça le bilan. Et donc, ils doivent l'être dans les quelques mois à venir. Il y a quelques collectivités qui n'avaient pas prévu 100% de couverture très haut débit dans leur RIP, qui vont chercher à déclencher une phase 2. Voilà. Donc, c'est un résultat qui a mobilisé un écosystème, celui que va nous décrire la FIRIP, autour de la mission, de l'ARCEP, de l'objectif FIB, le Credo, tous. Évidemment, la Caisse, dont, avec des contrats qui sont engageants, des objectifs et sanctionnables, des objectifs de complétude. Attention à la complétude et aux annonces non complètes, elles seront après beaucoup plus chères pour l'argent public à construire, avec un autre paysage, un paysage d'ouverture à l'innovation, notamment dans les territoires, les villes moyennes. Le petit tout innovant qui n'est pas né doit pouvoir aller sur ces infrastructures essentielles sans nécessairement avoir à investir dans ce qui est de l'immobilier, du passif. Elles sont conformes. La séparation de ces réseaux en 3 couches, je ne vais pas y revenir, et le sens de l'histoire technologique. L'industriel que j'étais savait très bien ce que voulait dire la Network Function Virtualization, la virtualisation des réseaux sur un passif commun. Et enfin, c'est l'avenir, le fixe, et l'avenir de mobile dont nous allons parler. Juste un mot, non, la Caisse des dépôts, qui a été mandatée, je vous rappelle, par l'État il y a 15 ans, pour initier ce paysage et pour inventer ce qu'était l'initiative publique. Initiative publique, on le redira, qui ne veut pas dire financement public, loin de là, ce qui veut dire plutôt encadrement, organisation, mobilisation de l'action privée, sécurisation de l'action privée dans un contexte de pénurie, d'économie d'argent public. Je crois qu'il faut vraiment que l'on martèle qu'il n'y a pas 2 mondes qui s'opposent dans ce bilan. Il n'y a pas un monde public financé par l'État et les collectivités et un monde financé par des fonds vautours privés. Il y a un monde organisé avec une vision d'intérêt général, sans naïveté, avec une reconnaissance de la réalité économique, où le privé peut, en toute sécurité, venir investir. C'est massivement financé par des fonds privés, des fonds d'investissement qui sont présents à nos côtés, qui ne sont pas exotiques. C'est Infravia dans la galaxie mutualiste, Massif Matmut, c'est Mirova avec Natixis, c'est Marguerite, financée par la BUI et l'IU. C'est des banquiers, dont certains sont présents ici, les caisses d'épargne, le Crédit Agricole, la Société Générale, qui font la dette, la Banque Postale, bien d'autres financeurs français. C'est ça, l'écosystème des RIP. Ce n'est pas un écosystème public, c'est qu'un écosystème privé organisé avec une vision politique de ce qu'est l'intérêt général, qui n'est pas, loin de là, la somme des intérêts particuliers de 4 grands opérateurs, aussi importants soient-ils. C'est ça ce qu'est le RIP, et c'est ça ce que nous avons voulu construire et qui est reconnu et que nous devons préserver, dans un deuxième tour de table nous le ferons, et qui nous est envié. Je vous ferai passer peut-être tout à l'heure une petite vidéo de Peñas Nieto qui est en train d'annoncer un gigantesque RIP fixe et mobile sur tout le Mexique, et qui appelle ça El Modelo Francés. Est-ce que nous serions peut-être moins prophètes dans notre pays ? Merci Gabriel pour cette image. Donc on l'a vu, des collectivités qui aujourd'hui sont mobilisées. Une ambassadrice aujourd'hui des réseaux d'initiative publique qui nous rappelle que l'écosystème est en place et qu'il est envié par beaucoup d'autres pays. On a parlé du Mexique, mais si on se projette sur le continent africain, on retrouve aussi ce modèle aujourd'hui qui est mis en œuvre. On parlait de cet écosystème, donc Étienne Dugas, président de la FIRIP, donc un mot justement de cette fédération, de son ambition, des personnes qu'elle rassemble.
Monsieur le ministre, bonjour à toutes et à tous. La Fédération des industriels des réseaux d'initiative publique est née avec le plan France Très Haut Débit. Donc on y tient au plan France Très Haut Débit. 200 membres aujourd'hui. On a la particularité d'intégrer la filière verticalement, puisque nous partons des assistants à maîtrise d'ouvrage jusqu'aux opérateurs de services, en passant par les opérateurs d'opérateurs, intégrateurs, équipementiers, câbliers, génie civilistes. Cet écosystème est aujourd'hui et hier sur ces 2 jours d'université d'été du très haut débit, la plupart des membres de la FIRIB que j'ai pu croiser m'ont tous remercié pour cet événement et qui démontre la cohésion de l'ensemble. C'est-à-dire que nous sommes tous ici parce que nous travaillons sur ces réseaux d'initiative publique et au demeurant également sur la zone privée. Ça ne vous a pas échappé, Monsieur le Ministre, que l'ensemble des acteurs ici présents, évidemment, déploient également en zone AMI et en ZTD. Chiffre d'Antoine Darod qui disait, il y a quelques jours à Ruralytique, 10 000 prises construites par jour ouvrées à l'heure actuelle. C'est juste colossal. Donc on est sur un trend à 2 millions, multiplié par 200 jours. Mais tous les acteurs que vous avez en face de vous dans la salle sont les artisans de ce plan. Alors la robustesse du modèle, et on y tient fermement, Gabriel l'a rappelé, c'est le cas au Mexique, c'est le cas en Afrique, mais c'est surtout le cas chez nous, c'est évidemment des réseaux neutres, ouverts et mutualisés. C'est totalement indispensable à la pérennité de l'écosystème. Ça ne fonctionne. Si nous avons des opérateurs de proximité sur nos réseaux, c'est uniquement parce que nous avons des réseaux neutres, ouverts et mutualisés. Ça sera vraiment ça le message, mais vous le connaissez, on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises, et notamment vous nous avez accueillis rue de Varennes au ministère. Donc la robustesse du modèle tient encore une fois par ces réseaux neutres, ouverts et activés. Je martèle ce message parce que c'est l'essence même de nos réseaux d'initiative publique. Et, Monsieur le Ministre, vous le savez, mais c'est quand même important de le rappeler, on est certes né avec le plan France Très Haut Débit, mais avec Gabriel, avec Patrick, avec David, avec Jean-Luc, les RIP de première génération, on était tous là en 2004 pour le L15, j'allais dire juste en 98, même avant on était là effectivement en 98 avec le 15-11-6, mais là ça remonte à la nuit des temps, notamment à l'échelle des télécoms, L1425-1 du Code général des collectivités territoriales. Et pour mémoire, sur les RIP de première génération, nous avions déjà investi collectivement à 50-50 à l'époque, privé et public, 3,5 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est sur des montants bien plus importants, mais avec une part publique bien inférieure. Merci Étienne. On reste dans l'écosystème avec David Elfassi, qui va, je pense, nous faire vivre aussi son métier aujourd'hui, puisque la société qu'il représente fait partie des nombreux aujourd'hui opérateurs d'opérateurs, comme on les appelle, qui aujourd'hui aménagent l'ensemble de nos territoires. David, à toi, sur la partie bilan. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour à tous. Alors sur le bilan, je ne vais pas parler de mes confrères, mais on n'est pas le seul opérateur aménageur. Il y en a beaucoup qui sont très très actifs, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, en termes de marché, si on regarde bien, c'est à peu près bien réparti. Mais pour vous parler d'altitude, vous dire que nous, vu de notre fenêtre, ça marche. On a connu les RIP de première génération avec d'autres technologies, et puis un jour, au milieu des années 2000, on s'est dit voilà, la fibre, c'est vraiment la solution, on y va, on prévoit du capital, on prévoit des investisseurs, et on va y aller à fond. Aujourd'hui, on a 20 RIP en gestion, plus de 2 200 000 prises qui sont aujourd'hui contractualisées avec des contrats encadrés, avec des règles, et des règles principalement pour aller faire, j'ai envie de dire, la complétude des réseaux. Ces réseaux représentent plus de 2,5 milliards d'investissements. Et ce que je vois dans les appels d'offres, et ce n'est pas terminé, c'est de toute façon de moins en moins de subventions, de plus en plus d'apports privés. Ça, c'est une certitude. Par contre, quand je dis de moins en moins de subventions, je continue à dire que dans le modèle actuel, on sent bien qu'il y a de l'appétence du secteur privé. Donc la sub, pour construire le réseau, va tout doucettement, même limite, tendre vers zéro. Je pense qu'avant la fin de l'attribution de tous les appels d'offres, on verra des appels d'offres à subvention zéro. Mais il y a la subvention de raccordement qui vient à côté, et je trouve que là, pour le coup, avoir de la subvention zéro sur le raccordement,
c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres pour ne rien faire sur ces sites isolés. Donc il faut vraiment la garder. Ensuite, par rapport à l'objectif que vous avez énoncé cet été 2020 et 2022, nous, sur les 2 200 000 prises, et on espère d'ailleurs aller vers 3 millions, on va dire, arriver à la ligne de tous les appels d'offres, il y a 1 200 000 prises qui seront construites en 2020, le reste sera construit en 2022. Il y a très très peu d'écart qui dépasse 2022. Il y a aucune, enfin, dans notre programme, il n'y a aucune ligne qui dépasse 2025. Je crois même qu'on est plutôt à 2024. Et on a un déploiement. Alors quand je dis en escargot, c'est pas qu'il est lent, mais c'est qu'il part plutôt des mauvais débits ADSL et il va ensuite vers le très très bon débit ADSL. Et donc dans les 3 prochaines années, on va vraiment régler sur les territoires que l'on équipe les foyers les plus mal desservis aujourd'hui par le DSL. Et ensuite, pour finir mon bilan, comme on est dans la région Grand Est, pour parler du Grand Est, c'est quand même une grosse industrie, c'est 350 NRO à sortir, 2500 SRO, 50 000 km de câbles, je parle bien de câbles, si je parlais de fibres, alors là, j'arriverai pas à faire le calcul. On propose, les premières prises ont ouvert cette année, on propose d'ores et déjà 1 gigabit pour le grand public, on propose déjà jusqu'à 10 gigabits pour les entreprises ont enfin de la fibre à un tarif accessible et non pas minimum 1 000 €. Il y a un maximum d'opérateurs sur les réseaux et on a Bouygues Telecom qui est en train de finaliser son interconnexion et qui arrive sur le réseau. Mais il n'y a pas que Bouygues Telecom, il y a énormément d'opérateurs qui sont actifs tant pour le grand public que pour les entreprises. Et le bilan de 2 mois de commercialisation après le démarrage, c'est 26% de pénétration en 2 mois. Voilà, donc je dis simplement, pour nous, le bilan est bon, il ne faut pas casser cette dynamique. Et on parlait hier... que nous étions ici en alerte orange au niveau de la tempête. Bon, le plan de France très haut débit est un peu en alerte rouge depuis cet été. Et dans le fond, et ça fera un petit peu la transition sur les propositions, on trouve que ça tombe très bien que ça arrive maintenant. Parce que si c'était arrivé dans 10 ans, ça aurait été dramatique. On se rend compte que le plan tenait quand même sur un grand consensus général entre tous les acteurs et qu'il faut aujourd'hui un peu mieux encadrer l'ensemble. Voilà, en tout cas pour nous, ça marche. Merci David. On ne va pas tarder de basculer sur les propositions. Je laisse la parole à Jean-Luc pour la FNCCR, donc toujours sur cette partie bilan. Merci d'abord de l'invitation à la FERI pour la participation de la FNCCR. Je tiens à excuser Gilles Quinquenel, qui est président de la commission numérique, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Mais voilà, donc je le remplace modestement. La fédération travaille sur plusieurs transitions. La fédération travaille sur la transition numérique, à la fois sur les infrastructures et sur les usages, mais elle travaille aussi sur la transition énergétique. Ce sont les 2 grands chantiers, de notre point de vue, qui sont devant nous, dont celui sur le numérique est déjà entamé depuis un certain temps, mais loin d'être fini. Et ces 2 grands chantiers sont entrepris, issus d'un certain nombre de textes de loi, et nécessitent probablement, on peut parler de cela en termes de bilan, probablement une meilleure gouvernance globale. Je cible personne ou pas d'institution, mais ça nécessite probablement une meilleure gouvernance globale. Ça mélange à la fois des acteurs publics, des acteurs privés, c'est compliqué. Il y en a qui sont en partenaires, d'autres qui sont concurrents. Cette gouvernance, pour l'instant, elle peut largement être améliorée, et ça, c'est pas négligeable, surtout s'il y a un phénomène d'accélération qui doit s'opérer. Voilà, ça c'est le premier élément de bilan. Gouvernance politique, clairement. Nous, dans notre livre blanc, on a mis en évidence le fait que beaucoup de services de l'État et beaucoup de collectivités territoriales, c'est vrai aussi pour les collectivités, œuvrent dans le numérique, mais pas toujours de façon très coordonnée. Et cette nécessité de coordonner, de mieux coordonner, est un élément fondamental. C'est vrai pour les infras, mais finalement, le bilan est plutôt mitigé bon sur le plan THD, mitigé bon, parce qu'il est lancé. Il y a des arbitrages qui ont été rendus, qui ne sont pas forcément ceux que nous, à la FNCCR, on aurait fait si on avait été en charge de faire ces arbitrages. Mais en tout cas, ils sont ce qu'ils sont, et ça avance. En termes de bilan, ça avance peut-être moins vite que ce que l'on aurait souhaité, notamment dans les zones AMI. Et ce n'est pas vrai que d'un seul opérateur, c'est vrai des 2 opérateurs.
hein. Je pense qu'il y a un enjeu à accélérer la couverture des zones AMI. S'ils se préoccupent des zones rurales, ces opérateurs, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas suffisamment investi dans les zones urbaines. S'ils avaient suffisamment investi dans les zones urbaines, je pense qu'ils ne se préoccuperaient pas de ce qui se passe dans les zones rurales. En tout cas, dans ce laps de temps, dans cette séquence actuellement. Donc, il y a un enjeu, me semble-t-il, d'aller plus vite sur ces zones urbaines. Un enjeu de la gouvernance. Sur les usages, et ça va de pair, parce que ces réseaux, il faut bien montrer aussi à la population à quoi ça va servir. Donc il y a des enjeux probablement de mutation numérique de l'administration en général, des collectivités territoriales, de l'État, de mutualisation de la numérisation pour que ça coûte moins cher. Quand un président de conseil départemental ou un chef d'entreprise dit à son DSI il faut que tu numérises ce process, ce process, ça va peut-être lui faire faire un retour sur investissement, mais dans ROI, il y a I. Et donc, ça nécessite des investissements. Donc, si il y a un DSI de la transition numérique au sein de l'État, il faut partir du principe que ça nécessite des investissements et dans la fibre, dans le plan fibre, et aussi dans les infrastructures et les services d'usage. C'est les deux types d'investissements. Voilà ce qui, en termes de bilan, pourrait être amélioré. Merci donc aux 5 acteurs pour ces témoignages. Monsieur le ministre, donc, si je peux me permettre cette petite phrase conclusive de cette première séquence, je crois qu'on peut dire que tout l'écosystème est aujourd'hui en marche, que tous les acteurs sont vraiment mobilisés, sont tous au rendez-vous pour réussir, n'oublions pas, ce plus grand chantier d'infrastructure que notre pays a connu ces dernières années, puisqu'au total, c'est 20 à 25 milliards d'euros d'investissement dont on parle aujourd'hui. Mais c'est pas simplement un grand chantier, c'est aujourd'hui de grandes attentes, parce que c'est pour répondre aux attentes de nos concitoyens, mais aussi de notre économie, puisque cette infrastructure est bien une infrastructure essentielle. Donc peut-être un premier mot de réaction sur ces témoignages. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, moi je suis ravi d'être là aujourd'hui. Effectivement, c'était peut-être pas la coutume jusqu'à présent, mais dès ma nomination au ministère, le président de la République nous a demandé avec mes collègues Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi de prendre à bras-le-corps le sujet du déploiement du numérique sur le territoire. Il s'avère qu'avec le président de la République, je travaillais déjà avec lui quand il était ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, et on avait déjà eu l'occasion de se pencher sur le sujet pendant un nombre certain d'heures pour essayer d'avancer plus vite sur le déploiement du numérique sur le territoire. Des 5 interventions, je vais être court pour laisser place au débat, mais des 5 interventions, il y a 3 mots que je retiens particulièrement. Le premier, c'est le sens de l'intérêt public. Ce que disait Gabriel, je pense qu'il faut vraiment, au centre de tout ce qu'on fait, dès lors qu'on parle de RIP, ce sujet de l'intérêt public. Effectivement, il n'y a pas une barrière totalement cloisonnante entre la zone AMI, entre la zone RIP. Ce sont les mêmes acteurs, vous connaissez par cœur, ce sont des règles différentes. Et pour autant, on doit travailler avec une certaine coordination et surtout pas se dire il y a 2 mondes différents qui s'opposent. Ce serait une folie. En revanche, dans les RIP, et c'était le sens du plan très haut débit, c'était le sens de la création des RIP, il y a ce volet d'intérêt public. Et ce volet d'intérêt public, pourquoi il est essentiel ? Aujourd'hui, donc moi j'ai la charge avec Jacques Mézard du ministère de la cohésion des territoires. La cohésion des territoires, ça se résume, ou en tout cas on peut le résumer, sur comment améliorer l'accessibilité de tous, où qu'ils habitent, à un certain nombre de services publics. Alors on pense tout de suite à la santé, on pense tout de suite à la mobilité, on pense tout de suite à l'éducation. Mais au final, on se rend compte qu'un point qui converge dans l'accessibilité, à chaque fois, c'est le numérique. Quand vous prenez la santé, il est évident, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il est évident que la télémédecine, demain, sera un des principaux vecteurs de lutte contre les déserts médicaux. C'est évident. Sur l'éducation, c'est évident également que, alors on l'a vu émerger des MOOC, on a vu émerger le e-learning, mais évidemment que le numérique dans tout le volet e-éducatif est un des usages qui sera fait. Dit autrement, aujourd'hui la fracture numérique
est l'un des principaux vecteurs de cette fracture territoriale. Et donc cet intérêt public qui collégialement nous anime dès lors qu'on discute des RIP, elle est vraiment au centre de la politique qu'on mène, ce qui m'amène justement à décrire cet objectif encore plus ambitieux qu'a fixé le président de la République et qui guide la feuille de route qu'on est en train de finaliser. Cet objectif ambitieux étant de se dire qu'en 2022, il faut du très haut débit partout accessible à tous nos concitoyens, très haut débit, c'est-à-dire supérieur à 30 mégabits, mais dès 2020, il nous faut avoir au moins du bon débit pour tous nos concitoyens, du bon débit étant du 8 mégabits. Aujourd'hui, on se rend compte, et vous l'avez rappelé, on se rend compte qu'on ne va pas assez vite en zone AMI, c'est une réalité. Donc on a réuni tous les opérateurs, on les réunit très très fréquemment, les opérateurs de la zone AMI, pour convenir d'une accélération de l'investissement dans la zone AMI. Il n'est pas envisageable qu'on ne tienne pas les délais qui étaient les délais initialement pris avec l'ensemble de ces acteurs pour assurer le très haut débit dans la zone AMI avant 2022. Premier point. Deuxième point, on se rend compte aussi que dans la zone RIP, et j'y reviendrai après, les investissements sont maintenant enclenchés, et objectivement c'est une vraie réussite. Les investissements sont aujourd'hui enclenchés, et pour autant, il nous faut là aussi encore accélérer, toujours accélérer, et puis traiter aussi une partie de ces zones RIP où aujourd'hui, toutes les projections, et Antoine Darod vous l'a sûrement montré, vous le montrera, il y a quand même une partie de la population des RIP qui, en 2020, n'auront même pas accès aux 8 mégabits. Les chiffres qu'on me donne, pour les partager avec vous, c'est à peu près 15% de la zone RIP, ce qui est significatif, parce que ça veut dire que ces personnes-là, s'ils sont agriculteurs, ne peuvent pas faire leur déclaration pour bénéficier des aides de la PAC. S'ils sont artisans, ils ne peuvent pas faire les factures numérisées, etc., etc. Donc là, on a un objectif très clair, là aussi très ambitieux, vis-à-vis de la zone RIP, c'est comment on accélère et comment on couvre en partie cette zone-là pour atteindre encore une fois cet objectif de 8 mégabits en 2020 et de 30 mégabits en 2022. Cet intérêt public, encore une fois, il est essentiel, il est au cœur de notre mission, au cœur de notre feuille de route. Je veux dire, il est au cœur de la vie des Français. Aujourd'hui, quand vous parlez de démographie de certains de nos territoires, mais aujourd'hui, si vous offrez pas du numérique, c'est évident que l'étudiant, le jeune, la famille avec des enfants qui commencent à grandir n'iront pas s'installer. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le numérique, l'accès au numérique, c'est un élément essentiel pour lutter contre la fracture territoriale. Essentiel. Le deuxième point, et c'est Patrick Chess qui l'a dit, il a dit d'ailleurs les deux mots, son intervention était très courte, mais pour moi, il a dit les deux mots essentiels qui sont réussite et stabilité. Les RIP sont une réussite. Et pourquoi je voulais venir absolument aujourd'hui avec vous? Parce qu'il faut le dire, les RIP sont une réussite. Sont une réussite parce que vous avez su enclencher, parfois il y a longtemps déjà, la dynamique, et sont une réussite parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 84 projets de RIP qui ont débuté ou qui sont en phase de débuter, et c'est une phase très importante de notre territoire qui commence déjà à être couverte. Bon, je prêche sûrement des convaincus puisque vous êtes tous intéressés et vous êtes peut-être un regard un peu biaisé. Mais voilà, moi j'en suis convaincu, les RIP sont une réussite. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la stabilité que vient d'évoquer Patrick Chess et d'autres, la stabilité, elle est essentielle. Pour être honnête, quand vous arrivez et que vous prenez les rênes d'un ministère, moi je l'ai vécu à d'autres fonctions par le passé, généralement on vous dit, écoutez, ce qu'ont fait les prédécesseurs c'était génial, mais il faut tout revoir, on va faire un énorme bing bang, il faut tout revoir, on va réinventer un système, et vous verrez, ça ira encore mieux. C'est peut-être ma formation d'ingénieur, moi il y a un truc que je déteste, c'est les équilibres instables. Pour moi, la stabilité, c'est un des piliers pour pouvoir aller encore plus vite. Être stable, ça ne veut pas dire accélérer. Dans cette stabilité, il faut voir comment on accélère. Mais dit autrement, le message fort que je veux faire passer, c'est qu'aujourd'hui, le système des RIP, il fonctionne, il faut continuer, il ne faut surtout pas le défaire, surtout pas le défaire. En revanche, que ce soit en zone AMI ou en zone RIP, il faut qu'on aille encore plus vite. Il faut qu'on soit encore plus ambitieux dans le déploiement actuel, premièrement. Et deuxièmement, on aura l'occasion d'y revenir pendant les échanges, on a un vrai sujet aussi, qui est de se dire comment ces 15% de la population couverte
en zone RIP, en 2020, n'auront même pas accès au haut débit, ce qui pour nous est une situation intenable, inacceptable. Et donc il faut que collégialement, on arrive à atteindre cet objectif de tout Français couvert par le bon ou très bon débit en 2020 et très bon débit en 2022. Merci, Monsieur le Ministre. Je crois que vous avez prononcé des mots-clés que tout l'écosystème aujourd'hui attend dans la feuille de route qui devra sortir, vous en direz peut-être plus en termes de calendrier dans la deuxième prise de parole. Donc justement, je crois qu'on est tous d'accord sur les objectifs, sur ces mots-clés que vous venez de rappeler. Donc je vais essayer de demander, je vais repasser la parole à chacun. Le temps passe, donc je vais être comptable du temps à partir de maintenant. Donc vous avez tous environ 5 minutes pour nous faire 2 ou 3 propositions très concrètes pour répondre justement à la fois à la feuille de route et aux mots-clés que le ministre aujourd'hui vient de rappeler. À toi, Patrick. Alors, merci Hervé. Monsieur le ministre, je ne sais pas si donc, le programme est en marche, mais ce que je sais, c'est qu'on veut tous que ça marche. Et en cela, je crois qu'effectivement, il faut qu'on soit tous partenaires et qu'on joue tous notre partition pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Alors, vous nous avez interrogé et donné des devoirs de vacances pour préparer votre feuille de route. La VICA y a contribué en vous proposant 43 propositions. Comme j'ai que 5 minutes, je ne vais pas vous décliner les 43 propositions, mais je voudrais revenir sur 3 propositions essentielles, et je serai rapide puisque pour certaines, déjà, certains sont exprimés. La première, ça concerne la téléphonie mobile. Parce que dans le numérique, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse de parler du mobile. Le mobile est un secteur du numérique, et il est en tout cas ressenti comme cela chez nos concitoyens. Je crois que les habitants de ce département, comme du reste du territoire, en fait, se foutent un petit peu de la technique et de comment ils obtiennent le service, mais ce qui les intéresse, c'est de pouvoir justement aller surfer sur le net, aller chercher des informations, aller pouvoir aussi en donner. Et trop souvent, dans les territoires, finalement, et notamment les territoires ruraux, nos concitoyens subissent une double peine. La double peine de ne pas avoir un réseau fixe de qualité et de ne pas avoir de téléphonie mobile. Alors, en cela, le président de la République a, lors de la conférence des territoires, exprimé effectivement un nouveau jalon que vous avez rappelé pour 2020. Je pense que ce jalon, il est atteignable. Et il est atteignable, mais par la solution du mobile. Pour cela, je ne vois pas comment on ne peut pas, aujourd'hui, réouvrir la question des licences du mobile. Ça me paraît essentiel pour que, on puisse aller vite, que le déploiement se fasse vite et qu'on puisse irriguer au plus profond de nos territoires en services numériques. Alors, les collectivités sont prêtes à vous accompagner, on l'a déjà exprimé, notamment en discutant les conditions fiscales liées aux opérateurs, parce que c'est un des sujets qui pose une difficulté. Elles peuvent aussi, bien sûr, apporter par les réseaux fibres qu'elles déploient le raccordement de certains points de téléphonie mobile. Moi, ma vision et la vision de la VICA aujourd'hui, c'est de dire laissons aux opérateurs la charge de ces investissements, qui sont des investissements rentables, qui sont des investissements structurants, qui sont des investissements qui peuvent être rapides, mais qui, en même temps, sont des investissements de moindre mesure. Alors, si aujourd'hui j'avais la capacité financière suffisante, je pourrais facilement créer un réseau de téléphonie mobile sur le territoire national avec à peu près 2,5 milliards à 3 milliards. C'est 10 fois plus quand on parle du fixe. Donc on voit bien que l'échelle n'est pas la même, et pourtant le gain et l'économie sur le réseau mobile est là. Donc les opérateurs ont capacité à pouvoir investir chacun de leur côté sur le sujet. Donc, Monsieur le Ministre, sur ce point, je pense que vous disposez au travers de ces licences d'une arme de construction massive
et donc je vous invite à l'utiliser. Le deuxième point que je voudrais évoquer concerne bien sûr les réseaux RIP et particulièrement dire que s'il y avait un défaut à mettre en évidence sur le plan France Très Haut Débit, ça serait la sécurisation des investissements des collectivités sur ces réseaux d'initiative publique. Il y a un certain déséquilibre entre le privé et le public sur le sujet. On a volontairement, et je peux le comprendre, protéger les investissements privés dans les zones AMI, en interdisant aux collectivités d'aller investir. C'est un sujet en son temps qui m'a occupé quelques temps. Et finalement, en retour, sur les zones d'initiative publique, eh bien, les collectivités ne sont pas protégées. Et par des déclarations ou par des intentions, voire même par des réalisations concurrentielles, on peut mettre à mal des modèles économiques qui, pour le coup, ont un certain équilibre. Ce n'est pas effectivement l'affaire du siècle que d'aller investir sur le fixe en réseau d'initiative publique, c'est-à-dire en secteur rural, mais néanmoins, on peut avoir des modèles et des plans d'affaires qui se tiennent. Et d'ailleurs, tout à l'heure, David l'a rappelé, les subventions publiques diminuent sur les RIP, ce qui veut dire que finalement la rentabilité est peut-être mieux appréciée. J'allais dire que la déclaration des CFR récemment peut aussi rassurer les collectivités locales, puisque en imaginant qu'un opérateur comme SFR vienne et fait le choix de venir investir sur les secteurs ruraux, finalement, SFR est en train de dire que c'est rentable. Donc si c'est rentable pour SFR, ça doit l'être aussi pour les collectivités. Et donc les collectivités devraient être encore plus motivées à investir sur ces réseaux. Bref, moi vraiment sur ce point, il est important qu'on puisse apporter des solutions. Alors j'entends ici ou là que l'Europe pourrait nous empêcher de contraindre les investisseurs privés. Bon, il semble qu'en Suède, ce choix a déjà été fait depuis de nombreuses années. En Italie, aujourd'hui, la question est aussi posée. Je vous l'ai dit, je le répète ici publiquement, j'ai l'intention de déposer une proposition de loi sur ce sujet, parce qu'il me semble que pour qu'on retrouve de la stabilité, pour qu'on retrouve de la stabilité à long terme, eh bien, il faut qu'on ait un cadre réglementaire et légal qui soit clair et qui rassure les collectivités, qui rassure aussi les partenaires de ces collectivités pour que nous réussissions ensemble donc, ce plan France Très Haut Débit dans tous les territoires. Le troisième point, il a été largement évoqué, mais je veux quand même y insister, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, juste avant moi dans vos propos, on est inquiet sur les objectifs de la zone AMI. Et d'autant plus inquiet que, justement, ces opérateurs qui ont du mal, en tout cas, à nous donner un éclairage sur leur projet d'investissement et sur les objectifs de ces investissements. Différentes rencontres, on a pu entendre parler de 2022 alors que 2020 était la date butoir. Il est impératif aujourd'hui qu'on puisse ensemble, tous les acteurs, et j'associe bien sûr les collectivités, jalonner ces investissements des opérateurs privés afin que, là aussi, la réussite soit totale pour votre gouvernement, mais surtout pour notre pays. Merci beaucoup, Patrick. Même exercice, Gabriel. 5 minutes pour nous faire les 3 priorités sur ce sujet. Merci Hervé. Première priorité sur la couverture et les dynamiques et le pouvoir de la parole, à défaut parfois du pouvoir juridique, mais il y a un pouvoir juridique. 2 choses concernant les zones RIP. Je rebondirai sur ce qu'a dit Patrick. Je ne dirais pas qu'il y a une protection de l'investissement public, puisque c'est essentiellement et massivement en zone RIP de l'investissement privé, de fonds privés, qui se sont investis aux côtés, bien sûr,
d'un peu d'argent public, de moins en moins d'argent public, dans le cadre d'une confiance qu'ils avaient eue dans la parole publique, dans un mandat et dans une procédure publique. Et je dirais qu'il y a une dynamique parce qu'ils viennent encore plus, ces fonds que j'ai cités, d'infrastructures privées sur lesquelles, dans un moment de pénurie et de nécessaire économie de l'argent public, il nous faut faire levier pour les attirer encore plus à financer des réseaux. Il y a, attention, à ne pas avoir une symétrie de protection. C'est vrai, j'ai longtemps dénoncé l'asymétrie, c'est-à-dire le fait que des privés, quand ils étaient délégataires en zone RIP, et que manifestement il y avait une carence à côté d'une zone qu'ils desservaient, ne pouvaient pas, au grand danger de perdre la subvention qu'ils avaient au titre de la zone peu dense, venir servir cette zone. Donc là, en revanche, effectivement, et nous voyons dans les annonces, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'initiative d'opérateurs verticalement intégrés peut venir, elle, sans que ça porte à conséquence, stranded, rendre caduc cet investissement privé fait sous contrainte publique. Donc il y a une asymétrie. Il faut faire attention à éviter, également pour l'argent privé investi dans les RIP, cette duplication mortifère et inutile et très dangereuse. On va s'employer à faire des propositions dans ce sens. Le deuxième sujet, c'est que dans les zones AMI, il faut quand même éviter de repartir à zéro. Bien sûr, il faut des promesses beaucoup plus structurantes et engageantes, mais il faut avoir conscience de la montagne qu'il reste quand même à faire pour atteindre des objectifs que le gouvernement, justement, s'est fixé. Et donc, il faut avoir le courage, dans un certain nombre de zones où on peut reconnaître une certaine carence, d'ouvrir le jeu à d'autres acteurs privés que les seuls 4 verticalement intégrés. Là aussi, très facilement, on peut aider à couvrir plus vite ces zones AMI avec de l'argent privé sans argent public, bien évidemment. Il ne faut pas confondre, encore une fois, initiative publique et financement public. Sur le pouvoir de la parole, attention pour la complétude même de ce qui reste à faire en zone RIP, au caractère difficile parfois des annonces qui sont faites qui peuvent dissuader certains territoires, que quand j'étais à l'ARCEP, un certain nombre d'opérateurs appelaient territoires innovants, qui s'en remettent à entièrement à l'initiative privée non encadrée, que nous appelions territoires innocents, qui risquent de se réveiller avec la gueule de bois, avec une complétude insatisfaite et un coût à financer pour le public bien supérieur que s'il ça avait été fait dans un cadre encadré dès le début. Et donc qui ont la tentation de surseoir au lancement des derniers RIP, au vu des annonces faites. Attention, là, le pouvoir de la parole est essentiel. Donc ça, c'est... donc, peut-être lucidité sur ce qui est fait, lucidité sur les pouvoirs de la parole et pouvoir pour éviter les duplications donc, inefficaces. Deuxième recommandation, ne pas oublier, bien sûr, on parle beaucoup de la desserte du grand public, et les réunions publiques organisées dans toutes les communes de France montrent l'appétence. Attention de ne pas oublier que la connectivité et le très haut débit est essentiel pour la compétitivité de nos entreprises, de nos PME, pour la desserte dans les villes moyennes des travailleurs indépendants qui sont en nombre croissant, donc pour l'activité économique et la localisation de l'activité économique, et que le très haut débit, c'est aussi fait pour amener du service aux entreprises. Et là, il y a un déficit absolument flagrant entre le paysage de réseaux dits neutres, ouverts et mutualisables à l'ensemble des opérateurs et ceux qui sont verticalement intégrés, qui ne sont pas ouverts, ce qui est un véritable paradoxe qui nous saute à la figure quand on regarde ça, où des opérateurs entreprises ne peuvent aller desservir les zones les plus denses et sont acculés à ne desservir que les zones les moins denses, parce que c'est la seule, c'est là toute la subtilité du catalogue que nous imposons en général, ils leur sont ouverts. Attention à ce paysage, il y a couverture et couverture. Et donc, sujet là, de plus, il y a la Smart City qui arrive, les Smart Territoires, l'ouverture de ces réseaux est à garantir, à parachever. Il va falloir collecter des données de capteurs, traiter, stocker des données. Il y a un sujet de souveraineté et de continuité républicaine dans l'ouverture de ces réseaux à maintenir. Attention. Donc, les RIP
je vous rappelle, sont ceux qui accueillent la plus grande diversité concurrentielle, la plus grande diversité d'offres. C'est un paradoxe, mais c'est ainsi. Et d'ailleurs, dans nos pactes d'actionnaires, nous garantissons que cela restera le cas. Nous serons là quand d'autres fonds d'infra seront peut-être plus là. Je vous promets que nous garantissons dans nos pactes d'actionnaires que cette ouverture sera garantie. En tout cas, j'y ai veillé. Donc, attention à travailler avec le régulateur, deuxième recommandation, aux conditions d'ouverture de l'ensemble des réseaux, qu'ils soient en zone AMI, qu'ils soient en zone RIP. Enfin, je rejoindrai ce que dit Patrick sur, n'oublions pas à la fois la complétude fixe grâce au mobile, mais surtout la couverture mobile des zones denses, des zones peu denses, et surtout la 5G qui arrive, qui va nous obliger à installer, je ne sais pas combien de fois, 35 fois plus de points hauts sur notre territoire, des petits, des grands, des picocelles, des femtocelles, des grandes, des petites, etc. Au moment, il y a une opportunité formidable dans le cadre des nouvelles discussions et des nouvelles attributions de fréquences et du point qui doit être fait par le régulateur pour globaliser et ne pas laisser d'un côté le régulateur discuter sur des obligations de licence qui s'imposeraient simplement en tronçonnant le spectre one by one. Nous n'aurons jamais le paysage que nous voulons à faire ça, avec des licences qui n'obligent qu'à couvrir les centres-bourgs. Comment peut-on envisager redynamiser les villes moyennes en obligeant simplement à couvrir le centre-bourg et en ayant des coupures dès qu'on quitte ce centre-bourg? Enfin, la mobilité, c'est pas ça. C'est pas en pourcentage de la population couverte, c'est en pourcentage de territoire couvert. Et donc, ne laissons pas passer cette occasion qui nous est donnée de rebattre les cartes dans les licences. Peut-être en incitant, par des négociations, des discussions budgétaires, ne laissons pas passer cette occasion de structurer la mobilisation. Et là encore, attention, initiative publique ne veut pas dire financement public. Réseau d'initiatives publiques mutualisées, le sens de l'histoire, c'est la mutualisation, évidemment, de l'ensemble de ces pylônes mobiles. À la limite même, est-ce encore un boulot d'opérateur que de construire des pylônes passifs? Dans un certain nombre de pays, ça ne l'est plus. Il y a des opérateurs d'infrastructures, de pylônes faits pour ça. Il y en a de nombreux qui viennent nous voir et des fonds d'infra qui peuvent le faire. Et que les opérateurs doivent alléger leur bilan de cette construction des nombreux. Donc il y a quelque chose à faire. Là encore, pardonnez-moi le Mexique, mais il y a un gigantesque RIP mobile qui est en train de faire ça, entièrement financé par l'argent privé, par des fonds d'infrastructures privés. Donc là encore, initiative publique veut dire économie d'argent public. Parce que je pense que nous aurons beaucoup plus à pleurer si nous faisons des cadeaux en termes de licences aux opérateurs sans les inciter et sans mutualiser le mobile. Là encore, nous sommes prêts à faire dans le détail des propositions sur ce domaine. Le denier public est trop rare pour que nous ne nous saisissions pas de cette occasion qui nous est donnée, de l'économie de la mesure de la rareté, par l'organisation par la vision politique de la mutualisation, et non pas le laisser faire. Et la simple imposition à chacun, par un régulateur qui est indépendant, d'obligation de couverture. Ça ne suffira pas. Merci Gabriel. On poursuit le tour de table. Me permet de réinsister sur le timing, parce que mes deux premiers m'ont mangé le temps de trois. Non, j'ai pas dit ça. Donc Étienne, pour poursuivre. Donc il va falloir que j'aille vite. Monsieur le ministre, première proposition pour assurer le nouveau jalon du président de la République 2020, naturellement mix technologique. Qui dit mix technologique dit montée en débit cuivre, dit satellite naturellement, et enfin LTE fixe, donc 4G fixe, 5G fixe. Vous savez que la FIRIP a œuvré ces 2 dernières années avec la mission France Très Haut Débit pour arriver à ces obtentions de licence. On attend là dans les jours qui viennent les annonces de l'ARCEP pour la possibilité aux collectivités locales et à leurs délégataires d'avoir accès à ces licences. Deuxième proposition, statut de la zone fibrée. Patrick Chaise, ici présent, avait eu la sagesse dans la loi sur la République numérique d'y incorporer un amendement sur lequel on a attendu les décrets jusqu'à la fin du mandat du précédent gouvernement. Là, vous avez tous les outils, vous avez juste à appuyer sur le bouton, tout est prêt et ça accélérera par définition ce déploiement.
Troisième proposition, et qui nous tient et me tient particulièrement à cœur, et j'ai eu l'occasion d'en parler hier. Vous savez que ce plan France Très Haut Débit est le plus grand chantier d'infrastructure de notre pays, devant le Grand Paris. J'insiste. Pour ce chantier est donc un vecteur d'emploi absolument colossal. C'est évidemment votre souci, comme le nôtre, de résorber le chômage de masse dans notre pays. Et malheureusement, on a un vrai problème à recruter. On n'est pas la seule filière à avoir des problèmes à recruter, mais nous avons des problèmes à recruter. Premièrement, la communication. Nous devons collectivement communiquer sur nos métiers. Alors, j'en avais parlé avec Antoine Darod très récemment. Il y avait une campagne qui avait été faite par l'agence l'année dernière, qui était très très bien faite. Elle mériterait peut-être de racheter quelques espaces publicitaires, ça ne coûte pas bien cher. Et d'intensifier la communication autour du plan. Et on est tous responsables d'en assurer cette communication. Le financement. Vous êtes en train de lancer un grand chantier sur la refonte de la formation professionnelle dans notre pays. Dans le cadre de ce chantier, on compte sur vous pour simplifier l'ensemble des processus. Vous savez qu'entre Greta, AFPA, CCI, plus tous les organismes privés membres de la FIRIP, il y a une concurrence qui est quelque part pas très très saine. Et par ailleurs, il y a des financements et qui ne sont pas fléchés au bon endroit. Les OPCA, certains d'entre eux nous coupent les vivres. Et notamment, je pense à un système qui fonctionne très bien. Donc quand un système fonctionne, vous le rappelez, pas de Big Bang. Quand ça fonctionne, il vaut mieux accélérer. La POE, préparation opérationnelle pour l'emploi. Il se fait qu'aujourd'hui, et tous autant qu'on est dans cette salle, on utilise les PE parce que ça fonctionne remarquablement bien. On est en train de nous couper 50% des vivres sur les PE. Donc il y a un vrai souci. Enfin, l'insertion. La FIRIP est partenaire d'une initiative qui nous a beaucoup plu avec Hervé, plombier du numérique, montée par une fondation qui s'appelle Impala, et avec l'école de la seconde chance. Donc là aussi, il y a un gros travail. Et dernière proposition qui est peut-être l'essentiel, c'est que on parlait stabilité. S'il vous plaît, ne laissez pas SFR déstabiliser le plan avec des promesses dont tout le monde sait qu'elles sont totalement intenables. Merci. Merci Étienne pour l'esprit de synthèse. Et je demande la même chose à David et je salue l'arrivée du président Richert. J'avais annoncé vous alliez nous rejoindre en cours, donc bienvenue pour clôturer cette université d'été. Alors, en fait, une remarque et deux propositions concrètes. Sur la remarque, évidemment, le projet Grand Est arrive à 85% de financement privé sur le plus grand RIP de France. Vraiment, les investisseurs, les banquiers sont bien motivés, mais voilà, on est toujours sur le terme de la stabilité. Mais il y a quelque chose qui nous chamboule un petit peu et qui est un petit peu une contradiction sur l'ambition 2020-2022. Parce que nous, bien normalement, on nous dit 2020, il faut du 8 mégabits pour tous. Dans nos programmes, on se dit très bien, on commence par les foyers les moins bien desservis. Mais pendant ce temps-là, on laisse au grand vent les zones plus denses que l'on pourrait faire au démarrage si on avait un but tout à fait économique et pas d'aménagement du territoire tel que le stipulent nos contrats et tel que le stipulent nos engagements. Donc regardez un petit peu comment on pourrait gérer cette contradiction. Proposition concrète là dans le terme d'accélérer. Il faudrait vraiment, partout où l'État peut agir, régler pas mal de problèmes en termes de règles, en termes de normes. Aujourd'hui, que ce soit la voirie, que ce soit les discussions avec Enedis sur le calcul de charge de leurs poteaux, que ce soit le contrat IBLO France Télécom, c'est très bien d'avoir ouvert son génie civil. Mais aujourd'hui, c'est un millefeuille administratif pour commander le passage dans un fourreau. Et limite, une fois qu'on est passé, on rend l'ensemble beaucoup plus neuf et beaucoup plus mieux renseigné en termes de SI qu'au démarrage, donc qu'on nous laisse faire. À côté de ça, d'autres instituts comme l'ONF qui nous permettraient de pouvoir faire des déploiements beaucoup plus rapides, les colonnes montantes, etc. Enfin, voilà, accélérer partout où on peut sur des choses tout à fait basiques, mais qui permettent de gagner du temps pour pouvoir déployer plus vite. En tout cas, sur l'accélération, je suis sûr d'une chose, et je pense que comme vous l'avez dit, votre côté ingénieur, ça vous parlera. Je ne vois pas comment on peut faire 2 fois la même chose et gagner du temps. C'est pas possible. Si on veut accélérer, c'est pas possible.
Et enfin, la deuxième proposition, elle est un peu plus technique, donc je vais essayer d'être pédagogue, c'est sur le contrat de co-investissement. En fait, la base du plan France Très Haut Débit, aujourd'hui, c'est la mutualisation des réseaux, et c'est donc ce fameux contrat de co-investissement qui permet aux opérateurs de venir co-investir sur les réseaux autour des acteurs tels que nous et autour des acteurs tels que les collectivités locales. Et en fait, l'alerte rouge dont je parlais tout à l'heure, qu'on a subi cet été, on s'est replongé un peu dans tous ces contrats-là, et puis on s'est rendu compte que ce contrat, d'une certaine façon, il prenait un peu l'eau. Parce que si un opérateur, je vous prends un exemple qui est technique mais concret, vous dit je vous prends une zone une maille de co-investissement à l'échelle d'un département, je commence par prendre 10% de la zone, et puis 10 ans plus tard, je me dis tiens, j'aimerais bien fibrer en double cette zone, du coup, mes 10%, je vais les décaler au même prix sur les prises qui ont été beaucoup plus chères à construire, et je vais garder ces 10% pour moi pour pouvoir déployer en propre. Donc on trouve qu'il devrait y avoir une étude de ce contrat de co-investissement et pouvoir d'une certaine façon, j'utilise le terme de dépéréquer, mais ce serait d'avoir un tarif de co-investissement qui dit tous les acteurs qui jouent le jeu, c'est un peu pour freiner les autres et leur couper l'envie d'aller déployer contre, c'est de dire si vous êtes sur toute la plaque, aujourd'hui on a fixé un prix à 500 € la prise pour 20 ans, si vous prenez 80% de la plaque, c'est 600, si vous prenez que 50%, c'est 1000, etc. etc. Mais il y a cet aspect-là qu'il faut vraiment regarder de très très près, et qui permettrait bien évidemment de bien se protéger. Et pour aller dans l'autre sens, je trouve aussi, là, en prenant la défense des grands opérateurs avec qui on discute, qu'on devrait aussi, l'ensemble des RIP, l'ensemble des collectivités, être plus clair sur la façon dont on imagine le renouvellement de ces fameuses IRU longue durée dans 20 ans, parce que pour les opérateurs, leur dire vous payez 500 € aujourd'hui et dans 20 ans, on ne sait pas trop, je me mets à leur place, c'est pas hyper pratique. Donc voilà, il faudrait qu'on soit un peu plus cadré aussi dans l'autre sens. Voilà, c'était ma dernière proposition. Merci David. On poursuit avec le même esprit de synthèse, Jean-Luc. J'ai bien compris. 3 minutes, c'est ça ? Oui, non, quand même pas. Monsieur le ministre, on est en charge de vous proposer des sujets. Moi, j'en vois 3, voire même peut-être 4. Le premier, et je vais y aller assez vite, c'est celui, et c'est un sujet politique, c'est celui de discuter au plus haut niveau de l'État avec EDF et Enedis pour fluidifier, assouplir les process d'utilisation des poteaux électriques sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir tirer notre fibre optique. C'est un sujet qui n'est pas technique, c'est un sujet politique, voilà, qui doit se discuter au plus haut niveau de l'État, me semble-t-il. Deuxième sujet, nous avons commis un livre blanc sur le numérique. Nous pensons donc qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer, que cette transition doit être cadrée, organisée, et pour ça, nous pensons que ça doit être coordonné, ça doit être piloté. Il doit y avoir un pilote dans l'avion de la transition numérique. Là encore, c'est du politique. Nous pensons que ça doit être coordonné à travers un établissement de coordination du numérique. Pas un établissement qui fait à la place des autres, non, un établissement qui coordonne tous les outils qui existent dans les services de l'État et les collectivités territoriales et les acteurs privés. Voilà, un outil de coordination. Aujourd'hui, c'est en fait la messagerie Internet qui fait qu'on se réunit les uns les autres, chez les uns, chez les autres. Mais au final, il n'y a pas de symbolique qui traduit ce projet national de transition numérique. Donc, une coordination, une gouvernance nationale de coordination. Deuxième sujet, c'est un sujet de financement. Dans l'électricité, à la FNCCR, on connaît bien le secteur électrique. Vous pouvez construire n'importe quel type de réseau. Si ces réseaux ils doivent couvrir la France, il y a des terrains où c'est plus facile que d'autres. Et donc, il y a nécessité d'une péréquation nationale. Il y en a une petite péréquation sur le projet de la fibre optique, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Il y a des départements qui n'ont pas encore envisagé le 100% fibre optique sur le territoire, sur leur territoire. Et on les comprend. Ça ne se fait pas simplement. Donc il y a la nécessité probablement d'un fonds de péréquation, d'alimenter un fonds de péréquation, comme le FACÉ, comme dans l'électricité, la même chose, qui permette aux plus difficiles, aux territoires les plus difficiles, de mieux se financer et de faire une péréquation entre l'urbain et le rural. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les citoyens, au final, entre la fiscalité et leur abonnement Internet, les citoyens ruraux payent plus que les citoyens urbains pour les télécommunications. C'est une réalité. Voilà. Bon, donc, deuxième sujet, le financement. Et enfin, troisième sujet, nous pensons que les collectivités territoriales,
et dans les infras et dans les usages, ce sont de très bons acteurs pour faire cette transition numérique, cette transition de e-administration, cette transition sur le plan de très haut débit. Ça nécessite, là aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, des investissements. Et donc, si on veut faire des investissements pérennes, nous devons mutualiser. Donc nous préconisons aussi la création, et on y travaille avec un certain nombre, à la fédération, avec un certain nombre de collectivités territoriales, nous pensons qu'il y a la nécessité de créer un acteur de la mutualisation des collectivités territoriales nationales dans le numérique, sur les infras et sur les usages. Sur ces deux thématiques principales, nous devons muter et accompagner cette mutation en utilisant le moins d'argent public possible. Et l'enjeu de la mutualisation, à ce titre, est essentiel. C'est pour ça que nous pensons que ce type d'établissement pourrait être une grande utilité pour l'accompagnement des collectivités territoriales et de l'État en général. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc. 30 minutes pile, 5 acteurs, 15 propositions. J'ai 30 minutes pour répondre. C'est exactement ça, vous avez tout compris. Merci pour toutes ces questions qui sont bien évidemment toutes pertinentes. Je vais essayer d'y répondre en les résumant en 4-5 points principaux. Plusieurs personnes ont évoqué la question des technologies qu'il nous faut utiliser pour pouvoir atteindre les objectifs, et notamment les objectifs ambitieux que je rappelais, qui sont fixés par le président de la République et qui doivent, vous avez raison, ne pas opposer d'un côté l'aménagement du territoire et d'autre côté la rentabilité économique des investissements, parce que pour que ça fonctionne, il faut que les investissements soient rentables, et donc on a une dichotomie qu'il nous faut savoir gérer. Moi, je suis convaincu qu'on peut y arriver. Ça renvoie aussi aux réflexions sur les fonds de dépéréquation, qui est une approche intéressante, pas évidente, mais intéressante. Sur ce premier point, je pense qu'il faut qu'on soit tous clairs sur un premier élément qui est l'objectif in fine, c'est de pouvoir apporter le 30 mégabits, mais à la fin, c'est quand même la société du giga, comme le dit la Commission européenne, et qu'aujourd'hui, le FTTH, la fibre, est la solution permettant d'avoir cette accélération de la donnée fournie à l'ensemble des Français. Ceci étant, il faut être pragmatique, il faut être agile. Pour arriver aux 8 mégabits, donc du bon débit d'ici 2020, c'est évident qu'on ne va pas le faire avec de la fibre optique dans un délai aussi court. C'est évident. Moi, je rejoins totalement ce qu'a dit Patrick Chaise. Je pense que la solution mobile est une vraie solution. Pour rien vous cacher, c'est un des principaux axes avec lesquels nous sommes en discussion aujourd'hui avec les opérateurs. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une solution technique qu'on peut déployer tout de suite. C'est une solution technique qui a l'avantage d'apporter et la data et la voix, même si les zones de manque de data ne sont pas forcément conformes aux zones blanches, aux zones dites blanches de téléphonie mobile. Mais il n'empêche que si vous apportez dans toutes les zones où il n'y aura pas ce 8 mégabits, la data via les solutions mobiles, vous faites dans beaucoup des cas d'une pierre deux coups, et vous apportez à la fois la voix et la donnée, ce qui est un élément très, très pertinent. Et la deuxième raison pour laquelle j'y crois profondément, c'est qu'effectivement, nous avons des effets de levier très forts vis-à-vis des opérateurs aujourd'hui, puisque nous devons discuter avec eux l'octroi de ces nouvelles licences, ou plus exactement l'octroi la question de rallonger la durée des licences de fréquence. C'est une vraie discussion, une vraie négociation, puisque contrairement à d'autres modèles, notamment vous l'avez rappelé, les modèles nordiques, l'État vend les fréquences, loue les fréquences pour des durées données aux opérateurs, et on est en plein dans le commencement de ces négociations avec eux. Donc on a un véritable effet de levier, et le deal sur lequel on s'est enclenché, c'est comment de manière constructive, on peut se dire, voilà l'effort supplémentaire que vous, opérateurs, vous pouvez faire pour accroître le nombre de points de téléphonie mobile partout où c'est nécessaire, c'est-à-dire les zones blanches, souvent les zones grises. Parfois, vous savez, c'est la fameuse histoire du clocher au milieu du village, c'est-à-dire que la téléphonie marche, mais
500 mètres autour du clocher, dès que vous êtes 500 mètres plus loin, la téléphonie marche moins bien. Et dans ces zones où la téléphonie mobile peut être véritablement pourvoyeur de la donnée, et notamment cette partie de la zone RIP que j'évoquais. C'est un dialogue constructif avec les opérateurs. Moi, j'insiste vraiment, je suis complètement en opposition avec tous ceux qui ont un discours qui vise à clouer au pilori les opérateurs en disant ça marche pas, ça va pas, etc. Je veux dire, autant je suis critique sur l'aménagement de la zone AMI, autant quand vous prenez les objectifs qui avaient été fixés aux opérateurs en termes de déploiement du mobile 4G, ils sont en avance par rapport aux objectifs qu'on avait fixés. Donc ce dialogue, il doit être constructif. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est des négociations qui sont compliquées, qui sont de vraies négociations. Négociations qu'on connaît bien parce que Emmanuel Macron avait déjà eu l'occasion de le faire quand il était à Bercy et j'étais notamment à ses côtés. Donc voilà, c'est un vrai point. Je pense très sincèrement, je partage ce que dit Patrick Chaise, la téléphonie mobile est un des éléments pour accélérer le déploiement de la donnée sans remettre en cause l'objectif final qui est la fibre optique. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas que la téléphonie mobile. Il y a effectivement tout le volet satellitaire, il y a effectivement toute la montée en puissance, la montée en gamme, comme on dit. Il faut là aussi être très pragmatique. Ça dépend des cas de figure. C'est aux collectivités, c'est aux aménageurs des RIP d'être dans ces discussions avec l'ensemble des acteurs pour voir quelles sont, de manière, là aussi, toujours dans le souci d'efficacité et d'apporter la solution au plus près des Français, quelles sont les meilleures options. Si on prend le satellite, ça va aller en s'accélérant de manière incroyablement rapide, puisque de nouveaux satellites viennent d'être lancés. Un prochain Eutelsat annoncé pour 2021. Il y aura une vraie accélération dans le volet satellitaire, avec après d'autres sujets d'équation économique qu'on connaît. Parmi tout ça, effectivement, il y a la question de la mutualisation. Gabriel évoquait la mutualisation au moins des poteaux dans leur aménagement passif, c'est-à-dire pas forcément l'actif, mais au moins le passif. La mutualisation, on a réussi à le faire dans les zones blanches de téléphonie mobile. Sur fonds publics, il faut là aussi être très clair. Hein. Ces sujets de mutualisation, c'est des sujets qu'il faut oser ouvrir. Après, c'est des vraies discussions avec l'ensemble des opérateurs. C'est le modèle économique différent des opérateurs qui fait que certains sont pour, d'autres sont contre. C'est vraiment leur modèle économique. Donc là encore, ce sont des discussions que nous avons avec eux. Et j'insiste vraiment sur ce volet constructif de tout ce qu'on essaye de mener sur ce sujet. Encore une fois, l'objectif pour nous, il est très simple. Il faut que 2020, il y ait du bon débit pour tout le monde et 2022, il y ait du très bon débit pour tout le monde. Et pour faire ça, l'État a ouvert ses discussions avec les opérateurs, avec les opérateurs neutres, que ce soit zone AMI, que ce soit zone RIP, pour justement finaliser cette feuille de route. Et l'État a bien en tête que pour accélérer, il a des leviers comme les fréquences, comme la fiscalité que vous avez mentionnée, comme les redevances, qui aujourd'hui, objectivement, vous le savez tous, plus vous construisez de poteaux, plus les opérateurs payent de redevances. Ce n'est pas totalement intuitif comme système. C'est-à-dire que plus les personnes construisent, plus vous allez leur dire, nous, État, on va vous récupérer de l'argent. Ce n'est pas totalement incitatif en disant, on dit autrement, les intérêts ne sont pas totalement alignés. Moi, je crois beaucoup à un alignement des intérêts pour aller plus vite. Voilà. Deuxième élément, la sécurisation des investissements dans les zones RIP. Je pense que j'ai été clair tout à l'heure. Pour moi, les équilibres instables, c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc, il faut de la stabilité. La première chose, c'est dire les zones RIP, on les confirme, on continue et on ne va pas balayer d'un revers de la main tout ce qui a déjà été monté. On ne fera pas un système où on lâche la proie pour l'ombre. Les zones RIP, il faut continuer. Ça marche. Il y a des endroits où tout n'est pas parfait, bien évidemment, mais il faut aller toujours dans la même direction et se demander comment on accélère, mais sans se dire qu'on va renverser la table, parce que souvent, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et dans la vie, il faut, pour avancer plus rapidement, garder ses fondamentaux, mais se demander comment on fait pour accélérer. En revanche, une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a des cas de figure. Alors, il y a des cas de figure où on se dit est-ce que nos concitoyens peuvent les comprendre ?
Je dis ça parce que je ne veux pas rentrer dans les débats que vous avez mentionnés sur des opérateurs dans le Grand Est vis-à-vis d'un appel d'offres dernièrement. Ce qui est sûr, c'est qu'intuitivement, les Français ne peuvent comprendre que sur le même territoire, vous avez un, puis deux, puis trois réseaux qui apportent le même service et qui sont en parallèle. Je pense que beaucoup se diraient c'est quand même un peu étrange au moment où on se dit qu'on manque d'investissement dans certains domaines, de voir une démultiplication de réseaux en parallèle. Je pense que c'est même un euphémisme ce que je viens de dire, et donc bien évidemment notre responsabilité collégiale, mais je suis sûr que l'ensemble des acteurs en sont convaincus, qu'ils soient opérateurs ou autres. Notre objectif collégial, c'est quand même de construire un système qui soit le plus performant possible au bénéfice des citoyens. Après, on est dans une économie de marché. Une économie de marché, c'est un certain nombre de règles et il faut les respecter. Mais tout ça, encore une fois, renvoie aux discussions qu'on a avec l'ensemble des opérateurs dans le cadre de cette feuille de route. Et ces discussions, ce sont des vraies négociations pour arriver à atteindre les objectifs que j'évoquais. Mais je pense que vous aurez compris la position qui est la mienne sur le sujet. De la même manière, moi j'entends beaucoup... Alors, aujourd'hui, on a un regard RIP. Si demain, j'allais à la même manifestation avec les amis de l'AMI et pas les amis du RIP, je pense qu'il y aurait certaines questions qui m'auraient été posées exactement à l'inverse, en disant est-ce que les amis de la RIP ne peuvent pas aller travailler en zone AMI et inversement, est-ce que les amis de l'AMI ne peuvent pas aller travailler en zone RIP? Encore une fois, moi, ma conviction, c'est, en tout cas mon idée, c'est vraiment pas de se dire on va là aussi faire un Big Bang en se disant il faut revoir toutes les frontières. Il y a sûrement des ajustements à faire, sûrement, mais il faut le faire de manière très pragmatique, sans tout réouvrir, parce que si on réouvre tout, là aussi, on va prendre en fait 3 ans à se dire qui fait quoi, et dans 3 ans, ceux qui n'auront rien vu avancer, c'est les Français sur le terrain. Voilà. Donc moi je pense que les zones AMI, les zones RIP, ça existe, il faut les stabiliser, il faut revoir certaines choses indéniablement, mais toujours avec ce souci d'aller plus vite. Je ne pense pas en revanche qu'il faut réouvrir tout le système en se disant on arrête les zones AMI, on arrête les zones RIP, ceux qui travaillaient d'un côté vont travailler de l'autre et vice versa. Je pense que là on ne fait pas avancer le système. Troisième point, c'est sur votre question de comment on fait pour accélérer. Alors, comment on fait pour accélérer? Il y a plein de choses différentes. Il y a les incitations vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs. Les incitations, que ce soit d'ailleurs la carotte ou le bâton. Les incitations, si je prends les opérateurs, les incitations vis-à-vis des fréquences, ce sont des carottes. Inversement, la loi montagne aujourd'hui nous permet d'intervenir quand on constate des carences dans l'application des engagements qu'un certain nombre de personnes avaient pris. Le gouvernement n'aura aucun scrupule à la fois à faire des incitations dans le cadre de la négociation des fréquences, etc., mais également de faire du coercitif quand il constate que les engagements n'ont pas été respectés. La loi nous permet de le faire, on le fera. Aujourd'hui, il n'est pas question qu'on laisse passer un train qui n'avance pas à une allure suffisante. Il n'est pas question de continuer à observer que les déploiements ne se font pas à rythme suffisamment rapide en zone AMI ou en zone RIP. Donc, tous les dispositifs qu'on a en nos mains, notamment depuis la loi montagne, on les appliquera, on les utilisera, parce que c'est aussi comme ça qu'on avance dans la vie. Le deuxième point, c'est comment aujourd'hui le système des normes ou le système des autorisations peut être accéléré. Un opérateur me disait dernièrement, il s'avère que quand vous faites un réseau d'eau, le réseau d'eau étant reconnu de tous d'utilité publique, si vous avez un arbre et ses racines qui bloquent votre réseau d'eau, vous coupez l'arbre et vous ne demandez rien à personne. Quand vous faites le déploiement de la téléphonie ou du numérique, si vous avez un arbre en face de vous, vous ne pouvez pas le couper, et donc vous demandez quelques semaines, voire de temps en temps quelques mois exactement, ou vous le contournez. Bref, il y a des choses à faire indéniablement pour qu'on puisse aller plus vite. Alors là, moi, j'appelle d'ailleurs chacun à nous faire des propositions très concrètes dessus, tout simplement parce qu'on a prévu dans la loi logement qu'on portera
dans les prochains mois à l'Assemblée nationale. On a prévu de pouvoir inclure un volet accélération du numérique, le numérique étant, encore une fois, un des facteurs essentiels du logement de demain. Le logement doit être connecté. Et donc toutes les normes que vous avez en tête qui vous paraissent malheureusement trop souvent du niveau législatif pouvoir être améliorées, on l'inclura dans cette loi logement. Donc là, j'appelle vraiment toutes celles et ceux qui souhaitent participer à cette simplification des normes pour aller plus vite à nous faire des propositions. De la même manière, il faut savoir, pour aller plus vite, utiliser les statuts existants que vous avez rappelés. La formation professionnelle, vous avez mille fois raison. Moi, j'irai même plus loin. Je pense qu'au-delà de la formation professionnelle, il y a un autre enjeu qui est comment vous pouvez dupliquer les chaires ou les universités liées au numérique dans les usages, parce que c'est parce que vous aurez des entités qui forment des ingénieurs, des techniciens aux différents usages, que ces personnes-là développeront ces usages sur les territoires proches des universités. C'est souvent le cas, mais c'est un point qui est essentiel. Enfin, vous évoquez les outils de coordination, avec plusieurs propositions qui sont la création d'une agence de coordination, qui sont la création d'un délégué à l'organisation. Deux choses. Moi, je crois beaucoup à la coordination, je crois beaucoup au débat, je crois beaucoup au dialogue. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'approche qui est la nôtre, c'est surtout pas de dire on cloue au pilori un tel ou un tel, mais on est dans la discussion entre guillemets virile le cas échéant, mais on est dans la discussion pour obtenir à la fin une feuille de route. On a vu tous les opérateurs, qu'ils soient zone AMI, qu'ils soient zone RIP. On a effectivement, comme le disait Patrick Chaise, demandé à chacun des devoirs qu'on a reçus. Certains ont fait beaucoup de propositions, par exemple. Et on est en train de finaliser tout ça. On a à nouveau une grosse réunion de travail la semaine prochaine avec les opérateurs de la zone AMI. On est en train de faire tout ça pour arriver à une feuille de route, discuter. Et puis, si la discussion ne marche pas, on prendra nos responsabilités, parce qu'encore une fois, on a des leviers pour le faire. Est-ce qu'il faut ensuite mettre des outils de coordination, des acteurs de coordination et des agences? Moi, mon sentiment, c'est qu'il en existe déjà beaucoup. On a l'agence du numérique avec Antoine Darotte qui est là. On a bien sûr l'ARCEP, qui est une entité un peu différente dans son statut. Et en plus de ça, on a quand même différents ministères, que ce soit Mounir Majoubi avec vraiment l'approche de l'usage du numérique, que ce soit nous dans l'approche de l'infrastructure sur le terrain. Alors, moi je pense qu'il faut toujours plus de coordination. Je pense que en fait, la coordination, c'est surtout beaucoup de dialogue entre nous tous, participer à des réunions en commun, se mettre autour de la table, faire des échanges comme on est en train de le faire aujourd'hui. Je suis pas un très grand fan de se dire on crée une multitude d'agences. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça qui fasse... ou en tout cas, si on fait des agences, moi ce dont je crois, c'est qu'elles doivent être au plus près des territoires. C'est plutôt à des niveaux régionaux, des niveaux départementaux que les gens doivent continuer encore plus le dialogue, mais refaire des agences au niveau national en se disant parce qu'il y aura une tête pensante qui va tout organiser. Moi personnellement, je trouve qu'on a beaucoup fait et que ça marche pas forcément tout le temps. En revanche, j'y crois beaucoup plus au niveau territorial, en effet. Voilà. Bon, j'ai pas répondu à toutes les questions, j'ai essayé de synthétiser, mais j'espère avoir répondu au principal en tout cas. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir à la fois les intervenants et le ministre.